J'en profite pour re-souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont arrivés dans l'intervalle. Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'est la deuxième session un peu de discussion à bâton rompu sur vos pratiques de l'approche de Palo Alto. Vous avez probablement des tas d'expériences les uns et les autres. Mais je voulais vous dire deux mots à propos de cette idée de responsabilisation. En fait, l'approche de Palo Alto, pour moi, en fait, j'ai l'impression que la colonne vertébrale du modèle repose sur le fait de dire que l'approche est non normative, non pathologisante, mais responsabilisante. Alors, non normatif, voilà, ça veut dire qu'on n'a pas de modèle à revendiquer comme étant meilleurs que les modèles des personnes que l'on accompagne, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont les personnes que l'on accompagne qui savent ce qui est bon pour elles et qui nous l'indiquent. Ça, c'est le côté non normatif de l'approche. Enfin, c'est un des aspects du côté non normatif de l'approche. Le côté non pathologisant, lui, tient dans le fait que on n'est pas là pour étiqueter les personnes que l'on accompagne, on ne fait pas des catégories en disant celui-ci ça va, celui-là ça va pas, etc. etc. J'ai envie de dire, les personnes qui ont les comportements les plus étonnants ou les plus inhabituels, pour nous, du point de vue de l'approche de Palo Alto, sont toujours des comportements qui sont logiques. Et nous avons systématiquement un travail d'anthropologue à faire. On doit être curieux, en fait, pour aller comprendre comment le comportement qui est produit par la personne qui nous demande de l'aide, là où les personnes qui nous demandent de l'aide, correspond au comportement qui est le meilleur, le plus adapté pour elles, en regard de leur décodage du contexte dans lequel elles sont confrontées. Et puis le dernier point qui définit l'approche de Palo Alto, c'est une approche responsabilisante. Et responsabilisante, ça veut dire quoi? Ça veut dire faciliter le positionnement de la personne que l'on accompagne et la laisser décider de ce qui est bien pour elle, en fait, et la laisser choisir ce qui est bien pour elle. Et ça, je trouve que c'est vraiment un fil rouge auquel on doit être assez systématiquement attentif, parce que je trouve qu'il y a énormément de situations de la vie professionnelle ou de la vie de tous les jours dans lesquelles on se retrouve à essayer de convaincre les personnes qu'on accompagne qu'elles devraient être responsables. Alors d'une manière ou d'une autre, quoi, on essaye de responsabiliser, en fait, ou si elles étaient responsables, j'ai l'impression que parfois ça tiendrait dans le fait qu'elles adoptent les propositions qu'on leur fait. Je pense que il y a une marge très intéressante à travailler. Par exemple, je sais combien Sabrina est sensible à la culture orientale dans sa pratique de l'aïkido notamment. Et donc, il y a bien cette idée de création d'un champ de responsabilisation et puis de laisser la personne se déterminer sur elle y va pas, est-ce que c'est OK pour elle. Et alors dans le fait d'aider les personnes à se positionner, après j'ai réfléchi à ça et puis j'étais avec un groupe que je supervisais, ça venait aussi dans notre discussion, qu'est-ce que ça veut dire aider à se positionner. En fait, aider à se positionner, pour ceux qui ont suivi la formation avec moi, ça veut dire expliquer pour moi et vérifier la compréhension de ce qu'on a à partager, en fait, tout simplement. Si on prend un contexte de conduite de changement dans une organisation, par exemple, on explique le changement que on va réaliser, on vérifie la compréhension de ce changement, et puis après, on laisse les personnes se positionner, on laisse nous indiquer qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui n'est pas facile pour elles dans ce changement-là. Donc il y a voilà, je trouve que ça résume bien en fait le côté, à mon avis, essentiel vers lequel on doit tendre
en matière de responsabilisation. Et j'ai l'impression que trop souvent, on est pris dans des logiques dans lesquelles on tente de convaincre. Et à chaque fois qu'on cherche à convaincre, j'ai l'impression qu'on ouvre tout grand la porte pour appuyer sur nos tentatives de solutions qui ne fonctionnent pas, en fait. Donc voilà, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et je suis là pour répondre à toutes les questions que vous avez autour de l'approche, autour de votre expérience de l'approche de Palo Alto et voilà, qui pourraient contribuer. Je crois que c'est important de les partager tous ensemble dans ce moment dans lequel on est là. Qui est-ce qui aurait une première question? J'ai vu qu'il y avait Carolina qui venait de nous rejoindre aussi. Oui? Ah, c'est lui, Carolina. Oui, tu es dans ta voiture, toi aussi, j'ai l'impression. Vous êtes quand même extraordinaire. On a 2 participantes qui sont dans leur voiture, quand même. C'est incroyable, ça. Emmanuel, est-ce que tu aurais un témoignage à donner un peu sur... Oui, alors moi, mon témoignage, il est... moi, je suis à l'Éducation nationale, donc j'ai surtout une question, mais peut-être il va falloir que je remette dans le contexte, par rapport au fait d'être responsabilisant. Oui. Moi, mon métier, c'est de décider. Oui. Donc déjà, ça me change dans ma manière de décider. Enfin, c'est-à-dire, alors là, je m'excuse, je parle de quand je reçois des parents d'élèves. Voilà. Et donc, et là, il s'agit d'une histoire de changement de classe. Je dois décider. Donc, j'ai compris que j'allais pas décider et que j'allais leur mettre devant, comment dire, devant des possibilités. Sauf que derrière, moi, j'ai des classes qui fonctionnent. Et donc, j'ai des enseignants dans les classes. Et donc, il y a une des possibilités que je peux offrir qui met une école en difficulté. Et donc, du coup, je ne sais pas. Alors, donc, j'attends. J'ai dit, je vais laisser le temps faire et on verra. J'ai jusqu'au début mars pour arranger les affaires. Alors, c'est peut-être pas assez précis. Je ne sais pas. Tu me dis, Olivier. En fait, Emmanuel, sur une idée complémentaire qui me vient, qui est effectivement, tu as certainement une position. Alors, c'est par rapport à l'idée que tu as une position d'autorité à occuper, d'accord, dans laquelle il s'agit de décider. Oui, et position d'autorité enfin, c'est quelque chose d'acquis, je dirais. Moi, je voudrais bien changer cette position, mais dans les faits, dans l'organisation de l'éducation nationale, j'ai cette position. Oui, et donc le contexte te pousse à tenir cette position-là, d'accord, d'autorité. Mais tu vois, c'est intéressant parce que alors il y a tous les moments où tu peux éclairer les personnes, leur expliquer, vérifier leur compréhension et les laisser décider de ce qui est bon pour eux. Tu vois, notamment sur la situation dont tu m'avais parlé, c'était la situation dans laquelle il y avait des parents qui ne voulaient pas que leur enfant soit changé de classe ou qui voulaient le ramener dans leur école précédente. C'est ça, oui, c'est ça. Ils voulaient le ramener dans l'école précédente. Mais dans l'école précédente, j'ai un enseignant très fragile. Donc, si je pense, peut-être, j'en sais rien, si je remets cet enfant en plus, eh ben, je vais perdre mon enseignant. Peut-être. Donc, voilà. Alors, peut-être qu'il y a une marge de manœuvre, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a aussi un travail à faire au niveau de l'enseignant fragile, en fait, dont tu parles. Et je pense qu'il y a en fait une voie possible c'est aller explorer les inconvénients que représente pour lui l'augmentation de l'effectif de sa classe. Tu vois, par où va passer sa fragilité? Qu'est-ce qui va être le plus difficile pour lui à ce moment-là? Et peut-être que, en fait, en explorant, tu vois, tu peux très bien lui dire, voilà, j'ai telle intention, mais j'ai bien conscience qu'il y a des limites peut-être à cette intention-là. Et je voulais voir avec vous un peu si on peut trouver des arrangements, s'il est possible de construire des solutions. En imaginant que ça se passe tel que je l'ai décidé là, qu'est-ce qui serait le plus compliqué pour vous? D'accord. Et en fait, je n'avais pas envisagé ça. Ok.
Tu y réfléchis cette nuit, Emmanuel, et D'accord. on commencera ensemble les 3 prochains jours qui Ouais, viennent. ouais. On pourra Ok. faire les Ok. choses. Ça va. D'accord. Ok. Merci. Ok, est-ce qu'il y a une autre question en général autour de l'approche de Palo Alto? C'est la formule là. Je veux bien partager quelque chose aussi. Euh, Barbara, pardon, excuse-moi. ouais. C'est aussi en lien avec la posture d'autorité. Mhm. J'étais avec un chef d'entreprise hier, qui est une entreprise de 200 personnes à peu près. En fait, il essaie d'avoir des équipes les plus autonomes possibles. Donc, il a 10 équipes avec des chefs d'équipe. Et puis, il a aussi des partenaires dans la direction de l'entreprise. Oui. Et c'est quelqu'un qui va très vite, qui a toujours plusieurs coups d'avance. Et donc, il y a une tension pour lui entre aller vite et donc décider pour que ça avance et son projet d'aller vers de plus en plus d'autonomie. Et il se trouve que cette tension est supportable, que ça se passe bien, mais il y a une équipe qui est aussi un peu plus éloignée géographiquement et où la personne qui est responsable de l'équipe pose problème parce qu'elle ne suit pas les règles. Et ça fait au moins 3 ans qu'il y a des rappels à la règle et que cette personne continue, certainement pour d'excellentes raisons, de ne pas se conformer aux règles. Par exemple, de demander une relecture pour des appels d'offres importants de X euros. Il ne peut pas faire les choses tout seul, entre autres. Et donc, la demande du chef d'entreprise était de me dire comment est-ce que je peux m'y prendre avec cette personne, parce qu'en fait, je fais de la pédagogie depuis 3 ans et j'obtiens pas les résultats escomptés. Oui. Et en fait, en le questionnant, en essayant de faire ce travail d'enquête, d'anthropologie, de voir comment cette personne était arrivée à son poste aussi, etc. En fait, je me suis rendu compte que le chef d'entreprise, pour moi, selon moi, a déjà fait un 180 degrés, dans le sens où il a repris une posture d'autorité, c'est-à-dire qu'il a enlevé de manière unilatérale un client qui était vraiment très fâché, et il l'a confié à quelqu'un d'autre dans l'équipe. Et donc moi, ce que j'ai proposé, c'est de ne rien faire. Parce que je dis, en fait, tu as déjà posé quelque chose de complètement différent de ce que tu faisais habituellement. Et donc, j'ai juste conseillé, pour l'instant, d'attendre, de voir ce qui bougeait dans le système. D'accord. Mais en fait, si j'ai compris ce que tu nous partages, Barbara, c'est une situation dans laquelle un dirigeant d'une organisation est confronté à un non-changement d'attitude et de comportement d'un responsable d'équipe qu'il voudrait voir être plus autonome, c'est ça? Et Oui, en fait, jusqu'à présent, il et respectueux est respectueux. de l'organisation. Et respectueux des règles de l'organisation et en dépit de l'énergie mise par le dirigeant pour lui expliquer, pour lui faire comprendre, pour essayer de l'aider à prendre mieux l'ampleur de ses responsabilités dans ce champ d'autonomie, ça ne fonctionne pas, c'est ça? Non, oui. Et donc là, il a repris une position d'autorité, en fait, dans laquelle j'ai pas retenu ce qu'il avait fait. En fait, il lui a retiré un client important avec qui ça se passe pas bien et il a mis quelqu'un d'autre à la place. Oui. Mais il a dit quelque chose au passage? Il a dit pourquoi il faisait ça? Non, il l'a juste informé qu'il le faisait. Oui, en disant que c'était parce que, pour toutes les raisons qu'il énonçait précédemment, mais jusqu'à présent, il faisait de la pédagogie et il se passait rien concrètement. Dans la situation, et donc, Mm.
En fait, comme dans cette situation-là, je trouve que c'est bien que le responsable change sa position, mais il doit expliquer aussi son changement de position. Pour quelles raisons il part à 180 degrés de ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et je pense que c'est important qu'il dise quelque chose comme j'ai compris que les efforts que je faisais pour obtenir des changements étaient vains, et je ne sais pas pour quelle raison, mais visiblement il y a quelque chose qui t'empêche de changer ton collaborateur, et donc je suis obligé de m'organiser différemment. Voilà pourquoi je confie cet autre projet à quelqu'un d'autre dans l'organisation, tu vois. Et donc, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que lui dit qu'il se rend compte qu'il essaye de faire un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas, et il prend ses responsabilités par rapport à ça, et il s'organise différemment, en fait. Et soit... et donc, ce qui est intéressant, et là, tu fais bien d'attendre pour voir ce qui va se passer, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu comment va réagir le collaborateur. Est-ce que ça va le soulager, justement, d'être délesté, en fait, d'une partie de son activité, ou est-ce qu'au contraire, ça va le frustrer, et il va donc générer des changements qui étaient attendus jusqu'à présent, mais qui n'arrivaient pas parce que, pour l'instant, toute l'énergie était mise du côté du responsable qui cherchait à le convaincre qu'il devait changer. Donc, la seule chose qui pourrait peut-être manquer ou qui mériterait d'être complétée dans l'intervention, c'est que le dirigeant aille plus loin et communique sur sa perplexité, et qu'il dise « j'ai compris que ce n'est pas en insistant que j'obtiendrai les changements attendus. Donc, je dois du coup m'organiser différemment à ce moment-là. » Coucou Simon. Salut Olivier. Ouais. Merci beaucoup. Pour toi, Barbara? Ok. Ok, donc, est-ce qu'il y a une autre... Est-ce qu'on peut poser une question à Barbara, Olivier? Vas-y Sylvie, vas-y, oui. Oui, bien sûr. Je voulais juste savoir si c'était opportun de savoir ce que le collaborateur répond aux tentatives de solution du manager. Voilà, qu'est-ce qu'il dit quand il essaye d'être pédagogue en face de lui? Enfin, comment il a déjà réagi, peut-être pour éclairer sur la... Oui, j'ai posé des questions. Moi, je ne le connais pas, le collaborateur. Je suis en relation qu'avec le PDG. Mais ce qui se passe à chaque fois, c'est que le collaborateur se plaint, rejette la faute sur le système. En tout cas, voilà, il n'est jamais responsable de rien. Du coup, j'ai aussi porté l'attention du PDG sur le triangle de Karpman en disant sois conscient aussi de la possibilité de te retrouver en posture bourreau-victime, et puis potentiellement, tu as un autre collègue qui pourra se positionner en sauveur. Ok, merci. Ça suscite un commentaire de ta part, Sylvie, en préparation du moment? Je réfléchis en fait. Je suis en train de me demander si on a la bonne thématique pour la tâche. Enfin, ça m'interroge, mais j'ai pas encore la réponse. Je réfléchis. Ok, alors une autre question, une autre situation ou un autre élément d'expérience? Allez-y, hein, vous gênez pas. Oui, Sabrina, vas-y. Moi, je voudrais revenir sur un élément qui me paraît central dans cette approche interactionnelle et à laquelle j'essaye toujours de revenir. C'est à
le pain point, la douleur de l'inconfort, sur qui elle porte et en quoi le sujet amené est un problème et pour qui. En fait, moi, je m'applique ça à moi beaucoup, Oui. parce que je suis peut-être pas, il y a peut-être une majorité de praticiens en approche coaching. Moi, dans mon métier, qui est l'assistance comme avocat, où il y a aussi un pouvoir décisionnaire des actions à mener, je reviens simplement sur un exemple qui est, par exemple, de contractualiser avec des gens qui viennent me consulter, qui ont besoin que j'intervienne et qui, à un moment, ne signent pas une convention d'honoraires, par exemple. Et ça peut se retrouver dans pas mal de situations d'indépendants. Et je trouve ça assez intéressant parce que je suis, à titre personnel, souvent mobilisée. Moi, je suis une convaincue et une convaincante dans mon métier d'avocat. Et grâce à l'approche systémique, ça m'a apporté beaucoup de confort, mais de responsabilité vis-à-vis de moi-même, c'est-à-dire jusqu'où je subis l'inconfort de ce avec quoi on me charge d'accomplir, et surtout quand je n'obtiens pas ce que je souhaite. Et c'est là, quand tu remettais cette question de responsabilisation, et je parlais, parce que là, j'ai pas mal de sujets au niveau des règlements d'ONO et des conventions, et je vois que si je mets les personnes en capacité que j'explique et que je leur dis, voilà, comment vous vous positionnez par rapport à ça. Si vous voulez que j'intervienne, j'ai besoin qu'il se passe ça. C'est aussi à moi de me responsabiliser sur le fait de ce que j'accepte et de ce que je n'accepte pas. Voilà. Et cette boucle-là, je trouve qu'elle est au cœur de l'approche. Et quand on voit ces témoignages très intéressants, c'est vrai que ce n'est pas évident d'identifier le pain point pour la personne qui est censée poser le problème. Si je reprends l'exemple de Barbara, la question que je me pose, c'est voilà, pour qui c'est un problème que l'un ou l'autre agisse de telle ou telle manière, et ce que ça va impliquer, puisque c'est vrai que tu as donné 2 lectures, Olivier, de comment l'employé pourrait interpréter ou réagir. Et moi, je m'en voyais une 3e, c'est-à-dire que ça se trouve, si c'est l'autonomie, le sujet, la personne pourrait se dire, tiens, j'ai la preuve que le patron a décidé pour moi sans m'expliquer ou sans vraiment justifier qu'il me retire le client et entretenir quelque chose. Et en fait, je trouve, voilà, c'était simplement pour dire que ce travail foncier de la douleur, pour qui c'est le plus un problème. Et moi, j'essaye de travailler là-dessus parce que je me rends bien compte dans mon cas, et je reviens juste pour boucler, c'est que la question des honoraires, si je fais le travail et que les gens m'engagent et que je me dis que je dois quelque chose, eh bien, les clients, ça ne les gêne pas parce que le travail, il est fait. Et donc, c'est moi qui cours après l'argent pour me faire régler. Et donc, je dois me responsabiliser en me disant, peut-être je quitte le dossier, et les responsabiliser eux, voyez, vous n'adhérez pas à ce que je vous propose, et donc, il va y avoir des conséquences pour chacun de nous, en fait. Voilà, je ne sais pas du tout si ça fait sens, ce que je vous ai dit, mais vos partages m'ont inspiré ce témoignage. Merci. Super. Merci Sabrina. En fait, moi, ce que ça suscite comme commentaire de ma part, si tu veux, c'est que toi, en tant qu'intervenante, il me semble qu'à un moment donné, tu as aussi amené à prendre tes responsabilités, pardon. Et donc, et j'ai l'impression que voilà, il faut que toi, tu sois au clair après quoi tu cours, après qu'est-ce qui est important.
Parce qu'effectivement, selon les choix que tu fais, ben, ça engage ta responsabilité différemment vis-à-vis de ton client et que peut-être dans un certain nombre de situations, ça t'amène à travailler plus fort que ton client. Alors, enfin, voilà, c'est peut-être le risque qu'il pourrait y avoir à ce moment-là. Voilà, donc merci l'approche systémique. Ouais. Oui, mais tu sais bien que ce que j'ai... Alors peut-être que voilà, c'est un autre commentaire important pour ceux qui me connaissent, ils connaissent cette histoire-là, ils savent tous que j'ai un diplôme de cuisinier en plus de ma thèse autour de l'approche de Palo Alto, parce que justement le fait de savoir qu'éventuellement j'ai un axe de retournement possible, si j'ai plus de travail en tant qu'intervenant systémicien, je pourrais toujours me mettre à faire la cuisine. Et donc pour ne pas me surcharger en termes de responsabilité, ce qui va empêcher les personnes accompagnées de travailler comme elles devraient travailler, hein, donc de les renvoyer à leur propre position. J'ai été, enfin, c'est comme ça que m'est venue l'idée d'avoir une alternative possible pour ne pas être pris dans un lien de dépendance vis-à-vis des personnes que j'accompagne, parce qu'en fait, il y a bien cette idée de ne pas être pris. Donc, enfin, j'entends ça un peu quand tu dis je cours derrière les honoraires, etc., tu vois, si. Donc, à un moment ou à un autre, voilà ce que je pourrais ajouter. OK? Est-ce qu'il y a une autre question ou un autre témoignage? Sur lequel vous aimeriez venir? Jean-François, Anne-Laure, Carolina, tu es au soleil, tu es en Espagne, Carolina, ou tu es dans le sud de la France, du côté de Marseille. On ne t'entend pas parce que tu as ton micro qui est coupé, Carolina. Je suis du côté de Marseille, qui est très pollué aujourd'hui. Ah bon, c'est ça. Ok. Est-ce que ça te suscite un commentaire, justement, cet aspect responsabilisation dans l'approche de Palo Alto, Carolina? Oui, énormément. C'est un des aspects qui me paraît être les plus saillants dans cette approche. D'autant plus que si je me place avec la casquette de chercheuse, oui, c'est ça que je te posais on s'aperçoit que dans beaucoup d'études, on parle encore aujourd'hui de réduire le contrôle et d'augmenter l'autonomie des salariés, alors qu'on sait par l'approche de Palo Alto que c'est quelque chose d'absolument fondamental et qu'on a encore tellement de mal d'un point de vue managérial à quitter à comprendre que c'est vraiment un des aspects fondamentaux du leadership, c'est d'arriver à manager de telle façon qu'on crée le contexte pour une plus grande responsabilisation des membres de notre équipe. Et puis dans les recherches, en tout cas dans celles que moi je connais, c'est toujours très lié à la confiance. Or, on sait que dans l'approche de Palo Alto, tu me donneras ton sentiment par rapport à ça, tu n'as pas forcément besoin de te sentir profondément en confiance, qui est un préalable très difficile, pour responsabiliser autrui. C'est-à-dire que ça part d'une hypothèse un peu différente que celle de la confiance. Comme si la confiance était là pour s'assurer qu'en responsabilisant l'autre, il ne va pas commettre d'erreur, ou il ne va pas nous décevoir, ou il va faire finalement ce qu'on veut, même si c'est sous un angle non contrôlant. Alors que l'école de Palo Alto, ça va tellement plus loin. C'est de dire j'accepte qu'il se passe ce qui doit se passer en responsabilisant l'autre, quitte à ce que ce ne soit pas ce que moi j'aurais attendu. Et c'est en ça que je trouve qu'on est à 1 kilomètre plus loin et que dans la recherche, on a un peu de mal à aller si loin. Et c'est pour ça que dans la pratique, j'essaye de le faire vivre le plus possible. Oui, merci Carolina pour ce témoignage qui vient aussi recouper des choses que j'avais évoquées tout à l'heure, où
où je pense que parfois on a une pratique de responsabilisation qui est plus orientée vers la conviction, quoi. On voudrait convaincre les autres de... J'ai bien aimé, comme tu as dit, indirectement, aller vers la solution qu'on leur propose. Et je pense qu'à chaque fois, on va faire fausse route. On n'ira pas vraiment au cœur de cette idée de la responsabilisation, comme à mon avis, de toute façon, il n'y a pas non plus de préalable à cette idée de responsabilisation. En fait, la responsabilisation, pour moi, elle est un peu comme, je sais pas, comme une espèce de moment suspendu. On s'en remet au sort, quoi, en fait, dans cette idée de responsabilisation, et ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire ce que la personne choisira, elle choisira ce qui lui semble être la meilleure chose pour elle, et on doit savoir se laisser faire, peut-être par un choix qui ne serait pas le choix vers lequel on aurait envie d'aller. Mais du point de vue de l'accompagnement, peu importe en fait la solution retenue. Ce qui est intéressant, c'est que la personne retienne une solution, la mette en œuvre, et parce qu'elle va retenir une solution et qu'elle va la mettre en œuvre, de toute façon, d'un point de vue interactionnel, elle fera des nouveaux apprentissages, et ces nouveaux apprentissages vont changer sa vision du monde. Donc, et ça, c'est notre challenge, nous qui accompagnons. On est là toujours pour aider les personnes qu'on accompagne à faire des expériences émotionnelles nouvelles, ou pour le dire autrement, des nouveaux apprentissages qui sont recadrants pour elles, en fait, qui les aident à laisser tomber des idées qui ne fonctionnent pas, ou qui leur donnent des nouvelles idées, ou qui leur apportent des informations qui leur manquent, auxquelles elles ne peuvent pas avoir accès d'un point de vue intellectuel. Et donc, l'enjeu, c'est qu'il se passe quelque chose. J'ai envie de dire, peu importe ce qui va se passer, l'intérêt, c'est qu'il se passe quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui va se passer qui va modifier, en fait, le périmètre, en fait, de la vision du monde des personnes auxquelles on est en train de donner un coup de main, quoi. Et donc, ce côté responsabilisant, effectivement, on doit apprendre une forme de lâcher-prise apprenant, en fait, pour les personnes qu'on accompagne. Lâcher-prise pour nous, qui va être apprenant pour les personnes que l'on accompagne, en fait. OK. Un autre... oui, Emmanuel, vas-y. Par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai une question parce que, en fait, moi, mon cadre de travail, souvent, je reçois les gens une fois. Et donc, je me dis, au vu de ce que tu dis, il faut peut-être que je les reçoive plusieurs fois, sauf que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais parce que dans l'entretien, je fais tout. J'essaye de trouver ce qui a déjà été fait et qui ne fonctionne pas. Et j'essaye, du coup, de leur donner, de faire un 180 degrés. Et voilà. Et du coup, je me dis, c'est peut-être un peu beaucoup dans une seule fois. Je pense toujours aux parents d'élèves, voire à des enseignants, par exemple. Oui, mais moi, je sais combien tu es dynamique, Emmanuel, donc il n'y a pas de souci, tu vas réussir à tout faire en une seule fois. Il faudra seulement que tu vois quand ça passe pas. Non, plus sérieusement... D'accord. C'est possible de le faire en une fois, quoi. Oui, bien sûr. Oui, parce que de ce que j'avais compris, quand on parle de client, c'est c'est comme ça que je le vois, mais peut-être je me trompe. Non, mais je pense que on doit chacun dimensionner notre pratique au contexte dans lequel on évolue. Si déjà tu fais des tas de choses nouvelles dans la manière dont tu es en contact avec les enseignants ou dans la manière dont tu es en contact avec les parents, parce que tu vas être attentive aux tentatives de solutions, j'ai envie de dire, c'est déjà probablement ça t'amènera à avoir des expériences différentes de celles que tu as pu avoir jusqu'à présent. Tu vois, il y a l'intérêt de découvrir tout ce que ça peut changer dans les futurs contacts que tu vas avoir. Maintenant, il y a peut-être des situations dans lesquelles ça vaudrait le coup de proposer un deuxième rendez-vous parce que
parce que toi, tu vas initier des choses chez les personnes que tu accompagnes, tu vas les amener à penser les choses différemment, et ça peut être très intéressant parfois d'avoir un retour, de savoir où ils en sont, de savoir un peu comment ça s'est passé, savoir un peu ce qu'ils ont testé de nouveau. Donc, quand tu as la curiosité d'eux, ben, n'hésite pas éventuellement à convenir d'un second rendez-vous. Mais si, enfin, moi, j'ai l'impression de percevoir dans les exemples que tu as pu partager que déjà, tu as une marge de manœuvre qui ouvre la place à des tas de changements au cours de l'entretien, même si c'est un entretien unique. Donc, fais-le pour l'entretien unique, et puis après, tu verras ce qu'il en est pour la suite, quoi. Ok, je confirme. Moi-même, ça m'a amené à des expériences différentes. Et comment tu dis, et des expériences émotionnelles nouvelles. Oui, voilà. On dit correctrice, oui, aussi. Correctrice. Ah, mais il y a Véronique qui est là aussi, je n'avais pas vu. Coucou Véronique, ça va? Est-ce que tu as une question, Véronique? Toi qui as énormément d'expérience dans l'approche de Palo Alto. Tiens, je vais te mettre sur le grill, là, tout d'un coup. Oui, bah, bien sûr. Non, j'ai tellement été formée à tes côtés pendant si longtemps que j'ai... Attends, parce que Carolina... absolument plus aucune... Parce qu'avec Carolina, vous êtes mes 2 plus anciennes élèves, à mon avis. Tu vois? Oui, tu vois, on n'a pas fait... Non, je suis désolée. En plus, je viens juste d'arriver, donc j'ai pas forcément eu tous les tenants au préalable. Donc, non, j'ai pas de... j'ai pas de questions comme ça, mais s'il y en a une qui vient, c'est promis, je te la poserai. Tu me louperas pas. Voilà, il n'y a pas de souci. Ok, merci Véronique. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Alors peut-être ceux que je connais moins parce que par exemple Jean-François ou Pascal, peut-être dans votre pratique. Et puis alors il y a Alexandra, en fait, elle est au volant, là, elle est super sérieuse. C'est le moment jamais de... Oui, alors moi j'ai pas tellement de questions à poser, c'est par rapport à mon expérience, j'écoute et j'adhère complètement à ce qui est dit, à la fois les questions et les expériences qui sont soulevées. Par rapport à la responsabilisation, évidemment, dans l'accompagnement, c'est essentiel. Alors, ça a été évoqué un petit peu la notion du cadrage ou du recadrage aussi qui est nécessaire. Et puis l'autorisation, je pense qu'il y a quand même des choses à dire sur la notion d'autorisation. Voilà, et effectivement, il faut que ce soit la personne accompagnée, le coaché, qui soit l'acteur et le décideur de ses choix et de ses actions. Moi, de mon côté, je ne m'autorise pas à conseiller et je ne propose pas de solution. Voilà, c'est difficile parce que parfois ça pourrait être plus simple, plus évident quand on est à l'extérieur, mais néanmoins, ça ne sera efficace que si c'est la personne qui trouve elle-même ses leviers et qui va aussi activer ses apprentissages. Voilà, quelques remarques. D'accord, alors je vais me permettre de rebondir sur ton propos, Jean-François, parce que justement, je crois qu'avec l'approche de Palo Alto, on a un parti pris qui est un petit peu différent. En fait, c'est qu'on revendique, nous, alors moi j'aime bien parce que ça fait un contrepoint, tu vois, en fait, par rapport à d'autres pratiques de coaching. Nous, on revendique une position d'intervenant. On ne gêne pas, on fait des propositions sous forme des tâches en fait que l'on donne aux personnes on accompagne. C'est là, c'est ce qui me dit, enfin, ce qui me fait dire qu'on revendique cette position d'intervenant, d'accord? Mais on le fait pour une très bonne raison méthodologique, en fait, parce que souvent les personnes qu'on accompagne, quand on s'attend ou quand on attend que la solution vienne d'eux, du point de vue de l'approche de Palo Alto, du point de vue de l'approche interactionnelle, il y a souvent un grand risque que les idées nouvelles des personnes, enfin, ce qu'elles voudraient tester et mettre en œuvre, correspondent un peu à un plus de la même chose qu'elles ont tenté jusqu'à présent, soit une variante en fait de ce qu'on appelle le même thème des tentatives de solution, tu vois. Et donc
c'est ce qui nous a amené, en fait, méthodologiquement, à revendiquer cette position d'intervenant et à assumer cette position d'intervenant pour aider les personnes qu'on accompagne un peu à sortir, moi je dis toujours, du sillon des tentatives de solutions dans lesquelles elles sont prises. Tous, hein, je veux dire, même moi aujourd'hui, dans des situations qui sont liées, par exemple, à mon contexte familial, je vais faire sourire Odile, mais je me vois aussi, moi, pris dans des tentatives de solutions pour demander de X manières différentes à mon fils d'arrêter de jouer à la PS4, par exemple. Et donc, je vais raffiner, je vais à chaque fois essayer de trouver une idée subtile, mais ça ne marche pas. Je suis toujours dans plus de la même chose Et ce qui est plus difficile, c'est d'aller vers la position qui va être responsabilisante à ce moment-là. Le travail va devoir se faire là en ce qui me concerne, quoi. Donc je trouve que quand on est à l'extérieur, on peut avoir une bonne acuité. On peut avoir une bonne acuité sur une manière différente, un peu comme l'évoquait Barbara tout à l'heure, que pourraient faire de différent qui ne soit pas plus de la même chose des personnes que nous accompagnons. Ça, je trouve que notre extériorité nous aide en fait à les aider, tu vois. Et donc, en tout cas, alors peut-être que quelque chose d'intermédiaire consisterait, comme tu connais l'approche de Palo Alto, à continuer à laisser la personne élaborer les solutions qu'elle a envie d'essayer, parce que c'est intéressant aussi, mais de vérifier que l'idée nouvelle qu'elle a ne soit pas plus de ce qu'elle a pu faire jusqu'à présent et qui n'a pas fonctionné dans la situation. Je pense qu'on doit au moins ça aux personnes qu'on accompagne, de vérifier que les idées qu'elles ont ne sont pas dans les tentatives de solution. Et peut-être la dernière chose, c'est que il y a dans un certain nombre d'accompagnements, moi je suis parfois à court d'idées de ce que pourrait faire de différent la personne que j'accompagne. Et donc, ce que je fais dans ces situations-là, c'est que je donne la direction dans laquelle elle devrait aller. Enfin, j'essaye de faire passer au moins une idée de la direction de quelque chose qui serait différent. Et ce que j'observe, c'est que la personne que j'accompagne m'aide à mettre au point, à ce moment-là, tester donc quelque chose, mais elle m'aide à mettre au point une action qu'elle pourrait faire et qui s'inscrirait effectivement dans la direction opposée des tentatives de solution qu'elle a eues jusqu'à présent. Donc c'est intéressant aussi, quoi. Voilà. Juste pour rebondir sur ce point que tu évoquais, Jean-François. Mais peut-être tu voulais réagir ? Non, je rejoins très bien ton raisonnement. Hein. Après, sur la notion que j'évoquais tout à l'heure, c'était donc la responsabilisation, mais aussi, j'ai perdu l'idée. Oui, l'autorisation. L'autorisation. Oui. C'est important, ça rejoint quand même, parce que autoriser, c'est pas non plus permettre ou laisser notre coaché agir dans tous les sens. Alors, je comprends bien qu'il faut le guider, mais l'autoriser aussi, mais par le questionnement sur les conséquences possibles ou les résultats possibles ou les aspirations possibles ou les attentes possibles dans ces choix, de manière à ce qu'ils se déterminent en connaissance de cause. Oui, très bien, très bien, très bien. Et sachant qu'aussi… Voilà, c'est pour reprendre un peu, on ne le laisse pas partir dans tous les sens. Oui, et sachant que aussi avec l'approche de Palo Alto, on a une grande question qui nous tient à cœur, c'est cette idée de clientéliser les personnes qu'on accompagne pour un changement. Et nous disons que tant que les personnes n'ont pas épuisé leur tentative de solution, elles ne sont pas clientes pour faire différemment. Donc, stratégiquement, dans l'accompagnement que l'on peut faire, c'est important aussi parfois, parce que ça rejoindrait un peu cette idée d'autoriser. Moi, j'aurais
j'aurais envie de dire, parfois, il est stratégique aussi d'autoriser les personnes à vérifier que l'idée qu'elles ont risque de ne pas fonctionner, en fait, et en les autorisant à vérifier que l'idée qu'elles ont risque de ne pas fonctionner, alors à ce moment-là, on accélère, en fait, le fait qu'elles deviennent clients pour faire différemment la prochaine fois. Donc, ça devient stratégique aussi de les pousser dans cette direction-là. Okay. Alors, peut-être une dernière question, parce que je ne sais pas, il est quelle heure là? 51, oui. On a peut-être le temps encore pour une question? Oui, enfin, c'est Pascal. Oui, Pascal. Pareil. Vas-y, Pascal. Bon, je ne suis pas timide ni introverti. C'est ma première conférence parmi vous. Moi, je suis en réflexion pour justement passer dans le domaine du conseil, du management, après une expérience assez longue dans un groupe international. Donc, je pratique du Palo Alto sans le savoir. Comme beaucoup d'entre nous. Voilà. Et c'est pour ça que je suis venu essentiellement pour vous écouter vos réflexions, vos difficultés, quoi, hein. Donc, je n'ai pas de questions en particulier, si ce n'est que celle qui m'est venue, c'est qu'effectivement, quand on fait du Palo Alto, est-ce que il faut le faire à tout prix? Parce qu'à un moment donné, il y a aussi d'autres méthodes qui s'imposent, des méthodes un peu plus traditionnelles sur des prises de décision peut-être un peu plus raides, un peu plus conventionnelles. Après, je ne sais pas, par expérience personnelle, c'est vrai qu'il y a toujours un temps pour, je dirais, la concertation intelligente et la responsabilisation. Après, il y a aussi un temps pour l'action, la réaction, et puis, ma foi, aussi le fait que l'entreprise doit pouvoir continuer à avancer sereinement. Alors après, voilà, c'est quel investissement on donne, comment on jauge. Toute la difficulté est là, de mon point de vue, mais je suis intéressé à vous entendre sur vos expériences diverses et variées. Voilà. En fait, Pascal, pour répondre à ce que je crois comprendre de ta question, hein, bien entendu, j'aurais envie de dire il faut faire comme d'habitude tant que ça fonctionne. D'accord? Et l'approche de Palo Alto devient intéressante à partir du moment où les manières habituelles de fonctionner ne donnent plus les résultats attendus. Tu vois? Donc tu privilégies une démarche de bon sens, naturelle, linéaire, logique, en fonction des contextes dans lesquels tu dois intervenir. Et en fait, l'approche de Palo Alto va être intéressante à partir du moment où quelque chose de bon sens qui fonctionne dans un certain nombre de situations ne fonctionne pas dans cette situation-là. En fait, l'approche de Palo Alto nous dit, quelle que soit la méthode qu'on utilise, c'est ça qui est intéressant parce que le raisonnement est valable pour n'importe quelle méthode. L'approche de Palo Alto nous dit toujours soyez vigilants sur vos tentatives de solution, quelle que soit la méthode que vous utilisiez. Si à un moment donné, vous appesantissez sur vos tentatives de solution, alors là, vous allez créer un problème par rapport à la situation. Et la méthode et l'approche de Palo Alto nous dit il va falloir faire différemment. Ou, tout simplement, nous dit organisez-vous pour bloquer vos tentatives de solution parce que ce sont vos tentatives de solution qui alimentent le problème. En fait, c'est le point de repère, le cadre stratégique est hyper simple. Après, comment on se débat avec notre quotidien, c'est beaucoup plus compliqué. Mais l'orientation stratégique de l'approche, c'est si une situation difficile perdure, c'est parce que la solution mise en œuvre, au lieu de contribuer à l'amélioration de la situation, ne fait que l'empirer. Donc, il faut arrêter ce qu'on a mis en œuvre jusqu'à présent et qui n'a pas fonctionné. Et il va falloir s'arranger pour faire toute autre chose qui ne sera pas plus de la même chose qui participe au blocage de la situation. Voilà. Et donc ça, j'ai envie de dire, c'est en fait, moi, ce que j'aime avec l'approche de Palo Alto, c'est que c'est aussi une approche méta, c'est-à-dire qu'elle nous permet
de porter un regard sur nos pratiques, quelles que soient nos pratiques. Je veux dire, ceux qui font de la PNL, ceux qui font de la thérapie familiale, ceux qui font du coaching, ceux qui interviennent en résolution de problèmes dans les organisations, etc., etc., etc. À un moment donné, dans les situations qui nous posent un problème, c'est toujours des situations de difficultés récurrentes. Et l'approche de Palo Alto nous invite simplement à réinterroger ce qu'on a essayé de faire jusqu'à présent et qui n'a fonctionné, quelle que soit notre méthode, en fait, utilisée préalablement. Donc, voilà, en quelques mots. Carole, est-ce que tu as vu quelques questions complémentaires ou non? Oui, c'est dans le... Non, je n'ai pas vu de questions dans le chat. J'ai mis par contre le lien vers tes articles parce que justement, il y en a un notamment il y en a un ou deux qui répondent bien à ces thématiques-là. Ah d'accord, ok, super, heureusement. Donc voilà, et j'ai mis le lien aussi vers ton catalogue de formation pour les prochaines dates. Oui, alors on peut en dire 2 mots en fait sur les prochaines dates de formation. On a un nouveau groupe là qui va démarrer au mois de mai pour un premier niveau. Ça, éventuellement, Pascal, si ça t'intéresse, tu peux regarder de ce côté-là. Véronique, elle nous dit au revoir. C'est dommage, elle aurait pu apporter un témoignage sur le niveau 2 qu'elle a suivi et qui l'a bien passionné. J'essaye en vain que Sabrina vienne s'inscrire au niveau 2, mais ça ne va pas tarder. Sur lequel je vais me réinscrire de manière récurrente, parce que j'ai opté pour tous les 2 ans pouvoir continuer à me réapprofondir et à retravailler à tes côtés, mon cher Olivier, et surtout à saisir toutes les subtilités de cette approche, parce que hormis être non pathologisante et non normative, elle est assez subtile, et que la subtilité, ça se prend au compte-gouttes, et que c'est un vrai plaisir. Je pense qu'il faut une vie pour véritablement, enfin, de mon point de vue, il faut au moins une vie pour arriver à vraiment incarner et encore. Donc, moi, je peux que recommander. Et c'est quelque chose qui se déguste, mais qui se laisse infuser, qui se déguste, qui se laisse infuser. C'est une vraie douceur, mais voilà, qui a besoin de se vivre et voilà, et de la laisser. Moi, j'ai suivi le niveau 2, donc c'était sur 12 jours avec Olivier et Claude. Ça a été bouleversant, tellement voilà, c'est quelque chose qui vient en profondeur, qui fait réfléchir et qui amène à se reposer des questions, mais ça touche tellement de choses qu'il faut reprendre en compte, qu'il faut accepter d'y aller très humblement et petit pas par petit pas. Et c'est pour ça que moi je fais le choix de me dire comme un livre qu'on relit 2 fois, 3 fois, 4 fois et qu'on lit jamais de la même manière parce qu'on avance entre temps et voilà comment je vis ces formations avec un pédagogue hors pair, j'avoue aussi, mais je suis pas objective. C'est gentil, je vais être gênée, Véronique. Merci beaucoup. J'espère bien. Pour ton commentaire. Donc voilà. Alors on va essayer de redémarrer. Alors Véronique a participé au premier niveau 2 qu'on avait organisé avec Claude. Et puis là, il nous tarde d'en lancer un deuxième. On a repris des dates à partir du mois d'avril, je crois. Carole, elle figure. Il y a déjà 2-3 participants. J'ai pas vu Nicolas, pourtant il devait suivre le webinaire aujourd'hui, mais je sais aussi qu'il était intéressé, Nicolas. Enfin, voilà, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus, et si vous avez besoin de repérer les dates, on a fait en sorte d'organiser ce niveau 2 à chaque fois sur un vendredi et un samedi pour que voilà, on fasse moitié-moitié entre le temps professionnel et puis notre temps personnel pour essayer de faire en sorte que la formation puisse passer un peu à l'insu de vos emplois du temps aux uns et aux autres, quoi. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation et puis je vous dis à très bientôt les uns les autres pour soit dans les groupes de pratique aussi, parce qu'on a aussi nos groupes de co-développement, parce que comme le disait fort justement Véronique, quoi. Moi, je pense que avec les 6 jours de formation,
vous en savez déjà beaucoup, mais après, il faut pratiquer l'approche. Hein, en fait, c'est vraiment... sinon, ça reste juste un truc dans la tête. Mais il faut vraiment acquérir de l'expérience. On voit bien, voilà, Barbara a amené cette situation. C'est ça qui est intéressant, finalement. Et voilà, et bon, si le jeu peut être aidant aussi au début, si vous êtes un peu intimidé, mais en fait, moi, je me rends compte que même dès le départ, on fait des petites interventions très sobres, et ça peut déjà être tellement aidant par rapport aux situations qu'on accompagne, que vraiment, je trouve que le modèle est très généreux. Je ne sais pas si Simon, qui s'est formé il n'y a pas très longtemps, a un témoignage à apporter de ce côté-là aussi. Non, pas particulièrement parce que j'ai pas eu vraiment l'occasion de le pratiquer avec d'autres gens à part peut-être sur moi-même. Donc non, pas particulièrement de témoignage. Et alors après, on a Victoria avec nous qui fait danse et approche de Palo Alto. Pratiquement. Je ne sais pas si elle est encore à l'image ou si elle peut revenir. Ah ben si, j'ai l'impression que ça va revenir. Si tu peux nous apporter un témoignage, Victoria, toi aussi. On ne t'entend pas. Tu as ton micro qui est coupé, Victoria. Voilà, vas-y. Oui. Alors, tu me parlais d'un témoignage par rapport à... Parce que toi, tu fais danse et Palo Alto, je disais, en fait. Oui, alors je pratique un petit peu le Palo Alto dans mes coachings individuels, mais pas assez à mon goût. Donc, je le pratique plus dans ma vie de tous les jours, on va dire, dans mes interactions. Et pour le côté danse, ce qui m'a parlé, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, le fait de savoir quelque chose dans la tête et dans les muscles, oui, ça n'a rien à voir. Donc ça rejoint ma pratique de danse, en effet. Oui, ça veut dire qu'en fait, dans la manière dont tu fais danser les personnes, ils font aussi des expériences nouvelles qui changent leur vision du monde, je crois. Tu vois? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et puis, ça passe par le corps, ce qui est très différent. Exactement. Ce qui est très différent. C'est un autre niveau de connaissance, en fait. Je crois qu'on a une croyance qui est validée une fois qu'elle est passée par le corps, qu'on a vécu ce qu'on a connu. Parce que la théorie, c'est pas une vraie connaissance, on va dire. C'est des rumeurs, comme on dit. Exactement. Ok. Alors, et puis alors, peut-être avec Victoria, on a le projet de faire encore une traduction supplémentaire du jeu, à choisir encore une langue du jeu Resolvia, soit en portugais. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a des Portugais parmi nous? Oui, il y a Carole qui parle le portugais aussi. J'en ai un à table là, mais bon, je ne vais pas vous le montrer. C'est ça. Et ça complétera la panoplie des jeux Resolvia, donc avant d'avoir des nouvelles langues. Continuons, et puis moi je rêve toujours d'un groupe comme ça, multiculturel, qui est avec le même jeu, et puis ils résolvent un problème ensemble, chacun utilisant les cartes dans sa propre langue. Ok, merci beaucoup, merci à tous, et puis pour votre disponibilité. Et puis, à très bientôt, en tout cas. Merci. Merci. Merci à tous. Merci Olivier. Merci, à bientôt. Merci.